Je suis Gila Clara Kessous, coach exécutive en entreprise depuis plus de 10 ans et directrice du forum Feminavox, célébrant la Journée internationale des droits des femmes sous le haut patronage de l'UNESCO. J'ai moi-même suivi le parcours Women on Board de Harvard Business School et j'ai choisi de créer ce podcast devant la difficulté rencontrée par les femmes à entrer dans les boards. Dans ce podcast, Women on Board, vous entendrez des femmes et des hommes expliquant comment soutenir la parité au sein des boards, c'est-à-dire les conseils d'administration des groupes cotés, ETI ou entreprises familiales. Ils évoqueront leur parcours, partageront leur regard sur cette mixité qui reste problématique dans les sphères dirigeantes et surtout, comment selon eux, on peut changer les choses. Women on Board, un podcast de Harvard Business Review France. Dans le cadre de la féminisation des boards, il faut que la femme puisse réussir à devenir plus légitime, surtout à se sentir plus légitime. Pour ce faire, il faut qu'elle puisse trouver une certaine rationalité à l'intérieur de son parcours, même si son parcours est très varié. C'est le cas de mon invitée, qui est fondatrice du cabinet créatif Arlux, VPPWN Global. Elle est diplômée de l'ESCP Business School et elle travaille depuis plus de 25 ans dans le secteur du design, de la beauté et du luxe. Elle a commencé sa carrière aux États-Unis, puis en France dans le marketing produit chez Procter & Gamble, L'Oréal et Chanel, puis dans le retail en Asie. Elle prend ensuite les fonctions de management général à Paris, au sein d'Hermès, Guerlain et le Lido de Paris. Et en 2013, elle décide de faciliter la réflexion stratégique et artistique des organisations en créant son entreprise. En parallèle, elle est administratrice notamment au sein du board de PWN Global, Professional Women Network, réseau de femmes dirigeantes qui rassemble 4000 membres en Europe. J'ai le grand plaisir de recevoir Corinne Albert. Corinne, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous au micro de Women on Board, ce podcast qui essaie de mieux comprendre comment on peut féminiser les boards. On va revenir déjà sur votre parcours, ce parcours qui est riche, on le sent, d'expérience, et sur votre première expérience au sein d'un board. Alors ma première expérience au sein d'un board remonte très loin puisque j'ai toujours eu envie, même pendant mes études, de comprendre comment fonctionnait la prise de décision tout en haut d'une organisation. Donc déjà étudiante à l'ESCP, j'ai fait partie du conseil d'administration pour représenter les étudiants. Ensuite, j'ai pris les mêmes fonctions à l'université Paris-Dauphine. Par la suite, au cours de mon parcours, j'ai été approchée pour prendre des responsabilités au sein de board dans le secteur de la beauté et du luxe. Actuellement, j'ai des responsabilités au sein du conseil d'administration de Professional Women Network, qui est un réseau auquel j'ai participé longuement au niveau d'un engagement, et c'est tout naturellement que l'équipe dirigeante m'a encouragée à les rejoindre dans le conseil d'administration. Alors, pour essayer d'avoir plus de clarté, à quoi ça correspond de faire partie d'un board ? On nous demande quoi lorsqu'on est dans un board ? Alors la grosse différence avec des fonctions opérationnelles de manager, c'est d'être un conseil et également un vigile, de surveiller, de contrôler, mais également d'accompagner et d'avoir un regard extérieur qui peut encourager le dirigeant dans ses prises de décision. Qu'est-ce qui est le plus compliqué, vous qui avez eu quand même une très belle expérience au sein de très belles entreprises? Est-ce que le plus compliqué, c'est le board ou est-ce que le plus compliqué, c'est l'opérationnel? En tant que femme, je veux dire. Alors l'opérationnel est beaucoup plus demandeur de temps et beaucoup plus exigeant au niveau de la responsabilité vis-à-vis de ses collaborateurs. Par contre, le regard que l'on peut avoir en tant qu'administrateur est un regard qui doit être non exécutif. Il ne faut pas prendre la place du dirigeant. Il faut simplement pouvoir entendre, écouter, bien connaître la société, se familiariser avec sa culture pour pouvoir donner son impulsion, son regard à soi dans l'intérêt de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut être un petit peu en retrait en acceptant de pouvoir avoir peut-être un regard plus global. Il faut surtout accepter d'être en équipe. On est un maillon de la chaîne autour d'une table face aux dirigeants et c'est ensemble avec des points de vue, des expériences différentes que l'on peut apporter, je dirais, des solutions ou des points de vigilance
à l'activité qui est portée par le dirigeant. Parlez-nous de PWN. Est-ce que justement cette association, enfin ce réseau, peut aider des femmes à entrer dans des boards ? Alors oui, Professional Women Network existe depuis 27 ans. Il a été créé à Paris par une Canadienne qui voulait vraiment mettre l'accent sur les spécificités des carrières au féminin. Depuis, cette association s'est déployée sur 25 pays d'Europe et aujourd'hui compte 4000 membres. À Paris, nous sommes à peu près 500, en France 1000 sur Lyon et Nice. Et concernant les conseils d'administration, c'est une des priorités de notre réseau au niveau international. Nous avons créé des groupes de mentoring pour nos futurs board members, mais nous avons également créé quelque chose de très atypique. C'est un groupe de femmes qui sont administratrices ou qui souhaitent le devenir, qui se réunissent régulièrement pour quelque part chasser en meute des mandats. Et pour éviter qu'un mandat qui pourrait être proposé à l'une échappe aux autres, si celle-ci n'est pas intéressée ou en est déjà suffisamment, que le relais puisse se prendre et que ce soit vertueux. Donc, par exemple, chez PWN Paris, nous avons toute une équipe de femmes qui se réunissent autour de cette thématique, à peu près une centaine de femmes qui sont toutes disponibles pour, je dirais, prendre des fonctions et des mandats, qui se réunissent le matin avec des chasseurs de tête mensuellement, le soir autour d'un cocktail pour networker entre elles. Le networking, c'est notre mot d'ordre, se rencontrer, mieux se connaître, se faire confiance, se transmettre et partager. Donc oui, c'est important de participer à un réseau pour pouvoir développer son réseau et éventuellement décrocher des mandats si on le souhaite. Il faut en avoir envie. Alors ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui en ont envie, mais qui ne savent pas où trouver l'information. Là, de ce qu'on entend, c'est en fait parce que des femmes ont déjà des propositions de mandats, voire des femmes ont déjà des mandats, qu'elles peuvent éventuellement se le passer. Donc, d'une certaine manière, il faut toujours avoir une sorte de personne qui est déjà intronisée pour essayer d'avoir accès à des possibilités de postes vacants. Comment est-ce qu'on peut faire quand on est une femme, qu'on veut candidater pour avoir accès à ces vacations ? Alors je dirais il y a 2 types de profils. Il y a des femmes qui ont des fonctions de direction dans des grandes entreprises ou dans des ETI et même dans des entreprises familiales qui souhaiteraient vraiment participer à d'autres déploiements, d'autres réflexions au sein d'un conseil d'administration. Très souvent, elles sont sollicitées car dans leur environnement, elles ne travaillent pas toutes seules et elles sont appréciées par leurs commissaires aux comptes, par leurs experts comptables, par leurs juristes, leurs avocats. Très souvent, ces personnes qui sont des professions libérales ont un rôle de passeur et de passeur de nom. Les femmes qui sont dans une deuxième phase de carrière où elles ont parfois terminé leur carrière mais souhaitent poursuivre leur activité en apportant leur savoir-faire, s'installent en administratrice indépendante. Et là, bien entendu, c'est leur réputation et leur volonté de se faire connaître qui va compter plus encore. Il me semble très important d'avoir des alliés hommes. Les hommes nous connaissent, parfois ne savent pas que cela peut nous intéresser. J'ai eu le cas autour de moi d'un ami qui est président d'un conseil d'administration dans le domaine de la fiscalité et j'ai été très étonnée qu'il nomme à son conseil d'administration 2 de nos amis de promo qui n'avaient absolument rien à voir avec ce secteur. L'un était dans la beauté et l'autre était dans la charcuterie. Donc je me disais, mais comment ? Et alors je lui dis, et pourquoi tes 2 bonnes amies de promo, parce que c'est une petite équipe de copains d'études, tu as pas pensé à elle ? Il me dit, mais j'ai même pas pensé que ça pouvait vous intéresser. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi ça. Il n'y a pas de mauvaise volonté, il y a des habitudes. Et donc, à nous de faire changer les habitudes et de faire passer notre envie à nos amis messieurs. Et s'ils ne le ressentent pas suffisamment, de le faire savoir par votre engagement dans une association qui a un groupe dans lequel
on participe à, je dirais, la volonté de faire savoir que les femmes veulent être administratrices. Donc, vous pouvez dire à votre ami masculin que vous faites partie d'un réseau et à l'intérieur de ce réseau, d'un groupe d'administrateurs et d'administratrices, et que ce groupe favorise la rencontre entre ceux qui cherchent des administrateurs et administratrices et ceux qui souhaitent l'être. Ça peut faciliter l'engagement et la conversation. Est-ce que vous auriez un exemple réussi, j'allais dire, d'intégration dans un board d'une personne externe, c'est-à-dire une personne qui n'aurait pas déjà été dans des boards auxquels PWN serait venu en aide, ou est-ce que il y aurait eu une action de mentorat d'un homme ou d'une femme par rapport à quelqu'un d'extérieur qui aurait réussi à entrer dans un board? Alors, je vais prendre un exemple plus général, sans citer forcément PWN, mais c'est exactement le même contexte. Une de mes proches, qui a eu des fonctions importantes au sein d'un grand groupe d'énergie, a terminé sa carrière et souhaitait poursuivre en accompagnant des startups. Donc actuellement, elle est vraiment aux côtés d'une startup dans l'énergie. Et parallèlement à ça, elle avait très envie d'être administratrice. Et alors elle, son moyen, ça a été vraiment de communiquer par les réseaux sociaux. De communiquer, qu'elle souhaitait, qu'elle cherchait à avoir un mandat. Et un jour, prise de contact par les réseaux sociaux d'une personne qui la contacte pour être administratrice à la Monnaie de Paris. Donc rien à voir avec son activité, si ce n'est que son regard d'industrielle, de femme dans l'industrie, pouvait apporter une toute autre approche, en particulier dans le management et dans la projection internationale d'une entreprise. Donc, très grande réussite, très grosse satisfaction. Au sein de PWN, nous avons de belles histoires. Nous devons quand même rendre hommage et remercier les chasseurs de tête qui ont un rôle aussi pour nous. Voilà. Alors, voilà un rôle au niveau chasseur de tête, mais on le sent bien, un vrai travail d'autonomie pour la femme dans sa recherche active de board. Là, vous parliez de combien elle avait été active sur les réseaux sociaux. Donc, pour essayer d'avoir un board, il ne faut pas attendre justement qu'un chasseur de tête vienne nous démarcher. Encore une fois, si vous êtes en fonction et sous les feux de la rampe, on vient toujours chercher souvent les mêmes. Si vous êtes dans une structure plus raisonnable ou en province, c'est le réseau local qui va jouer. Mais encore une fois, dans toute ma posture, je pense que c'est l'envie qui se communique. Votre dynamique, votre écoute, votre calme aussi. Il faut être posé, il ne faut pas être agressif. Et l'empathie avec un administrateur ou une administratrice qui est déjà dans un board, c'est comme des fiançailles. On apprend à se connaître, on se plaît, il y a instinctivement une affinité qui donne envie de donner sa chance. Et je crois beaucoup à la dimension soft skills de cette fonction. Donc on attend un regard bienveillant, acéré et pointu en termes de qualité, de compétences, mais surtout que cette nouvelle personne qui va intégrer une équipe ne fasse pas de vagues, mais s'intègre facilement et soit sympathique. Voilà, je crois que la sympathie, ça joue aussi, même au plus haut niveau. Alors ne pas faire de vagues, insérer activement et des soft skills, est-ce qu'il faut se former pour les avoir? Il existe beaucoup de formations sur le marché pour essayer d'être des bonnes élèves, hein. C'est surtout le syndrome que nous avons, essayer de pouvoir correspondre au mieux. Et une fois qu'on aura eu le diplôme, on se sentira sans doute plus légitime. Est-ce que vous préconisez ces formations ? Alors moi, je vois un intérêt à la formation. Je peux citer l'exemple de l'ESSEC avec Viviane de Beaufort qui s'est donné beaucoup de mal depuis très longtemps pour lancer son Woman Be Board Ready. C'est un programme court mais qui facilite effectivement peut-être, en tout cas dans la tête d'une femme, sa capacité à pouvoir postuler pour ce genre de fonction. Je crois que son rôle principal, c'est de créer un mini-réseau
de femmes administratrices ou futures administratrices. Donc c'est pas tant pour ce qui est enseigné que pour le réseau, c'est ça que vous nous dites. Je pense que celles qui cherchent cette formation, ça leur permet de se légitimer pour elles-mêmes. Je pense qu'elles ont certainement déjà toutes les armes. Peut-être pour les moins financières, besoin de se familiariser un peu avec la posture et un certain nombre de termes et de connaissances. Mais je pense que la qualité majeure, ce que j'ai pu voir en tout cas à l'ESSEC, également à l'IFA, mais il y a d'autres formations comme à Harvard ou à l'université aussi, parce que les universités sont actives sur ce point aussi, je pense. Et il y a également l'EM Lyon qui a aussi une formation. Enfin, nous avons été en contact avec beaucoup de formations au sein de notre réseau. Je crois qu'en tout cas, ils développent leur propre réseau. Il me semble qu'il faut mieux passer aussi beaucoup de temps à se déplacer et pas seulement faire du réseau social virtuel, mais il faut rencontrer, il faut se montrer, il faut sortir de sa zone de confort et aller vers les secteurs qui ont une affinité avec soi-même. Alors, beaucoup préconisent de faire des boards associatifs non payés plutôt que des boards payés pour commencer. Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez intéressant ou pas ? Alors moi, personnellement, je pense que si on s'engage dans un board où on n'est pas rémunéré, c'est parce qu'on a les moyens de ne pas être rémunéré. Je pense que c'est toujours très très bien d'être payé et que c'est une plus grande reconnaissance du travail. Il y a une grosse différence entre un engagement dans une association, même de très grande taille en tant qu'administrateur, et d'administrateur au sein d'une entreprise. Alors si c'est une très grosse entreprise qui vous paye des beaux jetons de présence, on est quand même satisfaite. S'entraîner dans un plus petit board où on est peu ou pas rémunéré, que ce soit associatif ou que ce soit entreprise, je pense que c'est à chacune de le sentir. L'engagement dans l'associatif est un peu ambigu en termes d'administrateur parce que c'est le seul endroit où l'administrateur ou l'administratrice est à la fois non exécutive mais quand même en charge d'une responsabilité opérationnelle. Donc il faut le savoir, si vous engagez dans une association, vous êtes vice-président élu, vous êtes administrateur ou administratrice, mais on vous demande également d'être opérationnel sur une des fonctions de l'activité. Et donc, on garde cette dimension de management opérationnel plus dans l'associatif, parce qu'il y a moins de moyens. C'est le cas de ce que vous avez fait vous-même avec le WF. Voilà. Vous avez organisé une très très belle rencontre au Parlement européen à Strasbourg. Oui, nous avons également cette chance de mélanger nos cultures, de mélanger nos générations et également nos secteurs d'activité. On est un vrai patchwork. Alors, parlons de votre parcours, puisqu'en fait, vous avez eu beaucoup d'expérience dans le monde du luxe. Qu'est-ce que vous avez vu qui a changé ? On imagine bien sûr que le monde du luxe est peut-être plutôt féminin à certains postes, peut-être moins au niveau dirigeance. Est-ce que vous avez pu voir évoluer le secteur ? Aujourd'hui, est-ce que vous rechercheriez par exemple un board dans le cadre d'une boîte de luxe ? Alors le monde du luxe a été pionnier pour moi. Dès mon entrée dans cet univers-là, qui a commencé par le secteur de la beauté, puis ensuite de l'horlogerie, joaillerie chez Chanel, puis je dirais des arts de la table, du cristal, de la porcelaine chez Hermès, et à nouveau dans la beauté chez Guerlain. Tous ces secteurs étaient quand même effectivement, de par leurs fonctions et de par les produits et les services, déjà très féminisés, avec des compétences et des femmes extrêmement bien formées dès leur entrée dans ces secteurs-là. J'ai vécu une période où les messieurs étaient tous à la tête des entreprises, mais les premières femmes y avaient accès. La difficulté pour moi n'était pas dans ce secteur-là le plafond de verre, curieusement. La difficulté, c'était de rester aux commandes à une direction générale, parce que l'environnement, lui, n'était pas prêt. Les collaborateurs plus âgés que vous, même si vous étiez le patron, avaient du mal à accepter une femme plus jeune qu'eux au pouvoir. Et sur les côtés, les messieurs qui auraient bien aimé avoir votre place n'étaient pas très contents. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai vécu dans mon histoire.
c'est une des raisons pour lesquelles, à un moment donné, je me suis dit, mais finalement, ils sont pas prêts. Et le monde de la guerre, de la bagarre, de la boxe, de la lutte n'est pas l'univers, a priori, que moi j'aime développer. J'ai pas besoin de me battre et de prouver que je suis meilleure pour garder mon poste. J'ai envie de plutôt réaliser l'objectif de l'entreprise, embarquer les équipes avec moi, y apporter beaucoup de créativité, d'imagination pour finalement permettre d'obtenir un chiffre très, très satisfaisant. Et du coup, je me suis dit, beaucoup de messieurs ne sont pas prêts. Il y a une douzaine d'années, j'ai donc pris la tangente en me disant, mais moi j'ai des idées, j'ai des envies. Eh bien, allons-y, et c'est le moment de tenter sa chance et de développer son propre chemin, sa propre histoire dans une entreprise qui aura mes couleurs. Je vois qu'aujourd'hui, ce secteur a évolué. Il y a toujours quand même beaucoup de messieurs qui sont dans ce secteur et ils aiment beaucoup les femmes, donc c'est un atout, mais il y a des femmes formidables qui sont aujourd'hui nommées dans les conseils d'administration et dans les COMEX et les CODIR. Je crois que les lois qui sont passées nous ont beaucoup aidés en France et nous sommes aujourd'hui, alors qu'il y a une quinzaine d'années ce n'était pas le cas, nous sommes un exemple pour l'Europe et pour le reste du monde. On nous envie le nombre de femmes qui sont dans nos conseils d'administration. Quand on regarde au niveau opérationnel, on a beaucoup de chemin à faire encore dans les grandes entreprises, au niveau des COMEX et des CODIR. On pensait que ça ruissellerait, mais ça n'a pas ruisselé autant qu'on le souhaitait, des conseils d'administration au COMEX. Donc là, il y a un gros effort à faire. Mais sur l'ensemble des organisations, petites entreprises, ETI, là, il y a encore beaucoup de travail à faire, que ce soit dans les conseils d'administration ou les COMEX, parce que culturellement, il y a un ancrage beaucoup plus familial et traditionnel. Donc là, il y a, je pense, grâce à nos filles, nos petites filles, nos nièces, nos cousines et tous les jeunes femmes qui sont dans le courant de leurs études autour des messieurs qui sont au pouvoir aujourd'hui. Là, je parle des entreprises familiales qui sont plutôt en région. Je pense qu'on voit beaucoup de jeunes femmes reprendre l'entreprise de leur père ou de leur famille, en tout cas. Donc ça, c'est un très bel exemple. On le voit dans la cuisine, mais on le voit aussi dans la tech. Donc c'est très intéressant de voir comment, oui, nous devons poursuivre notre effort, mais dans le secteur du luxe, il y a une volonté affichée d'avoir un bon équilibre. Par contre, il ne faut pas que ça s'inverse. Il ne faut pas qu'on passe à 70. Voilà. Alors justement, vous parliez d'entreprise familiale, on se rend compte que les hommes qui ont des filles sont plus sensibilisés à ces questions de quotas, à ces questions de parité. PWN, vous acceptez les hommes ou c'est entre femmes ? Alors notre réseau, il a évolué avec le temps. Et en 2018-2019, on a vraiment pensé que l'entre-soi, le soutien était arrivé à un terme et qu'il était grand temps d'ouvrir notre réseau aux messieurs pour réfléchir ensemble à ces problématiques-là. Un certain nombre de messieurs sont venus taper à nos portes, qui avaient des responsabilités dans les RH ou dans certaines grandes écoles ou universités, dans les sciences, pour comprendre comment attirer plus de femmes dans leur secteur, ou plus de jeunes femmes dans leur secteur. Et nous avons donc ouvert notre réseau aux messieurs, ce que beaucoup de réseaux aujourd'hui font en grande intelligence, puisque l'idée c'est de faire ensemble et pas les uns contre les autres. C'est l'intérêt pour tous, c'est d'avoir, je dirais, un bon équilibre. Voilà. Donc notre réseau est ouvert aux messieurs et depuis le mois de mars 2024, nous avons une coprésidence mixte. Nous avons un homme et une femme qui ont pris la responsabilité de porter notre conseil d'administration. Est-ce qu'il y aurait, selon vous, des programmes qui devraient être développés en termes d'éducation ou même dans les écoles de commerce pour un apprentissage à la parité pour les hommes en particulier ? Alors dans les écoles, dans les universités, certainement. Je pense que c'est déjà en cours, ça progresse. J'ai des relations proches avec le SCP Business School où ils sont très sensibles à ce sujet, mais beaucoup d'universités et d'écoles en sont conscientes. Donc oui, alors on a nos écoles d'ingénieurs qui sont encore extrêmement masculins, donc peut-être que là il y a un gros effort à faire pour les sensibiliser à ce point.
Mais il me semble que la problématique se situe beaucoup plus jeune. Même nos assistantes maternelles vont dire à une toute petite fille comme tu es jolie, à un garçon comme tu es fort. Donc là, on a vraiment du travail à faire sur toute la ligne de l'éducation et en particulier des éducatrices et des éducateurs. Mais on sait que pendant toute la maternelle, le primaire et une grosse partie du secondaire, nos enfants sont élevés par des femmes. Donc il faudrait insister pour avoir plus de parité dans les enseignants qui ont un rapport avec nos enfants petits, moyens et plus grands. Donc pour vous, il y a plus de travail à faire à la maison, donc au niveau familial, qu'un travail une fois que, on imagine, l'homme est devenu patron d'entreprise. Il me semble qu'il y a une courbe d'apprentissage qui peut être prise en cours à n'importe quel moment. C'est toujours bon. Et je pense que, effectivement, avant l'entrée dans la vie active, en dernière année d'études, qu'il y ait une ouverture sur cette thématique, de montrer aussi les bénéfices. Montrer les bénéfices, ne pas parler des femmes comme des femmes battues, des femmes, violentées verbalement ou physiquement, mais en parler comme des alliés et comme des femmes qui ont, un potentiel à partager une aventure professionnelle. Voilà. Je pense que oui, à tout moment. L'idéal, ce serait dès la toute petite enfance, mais on peut déjà sensibiliser les jeunes messieurs. Et d'ailleurs, je voudrais rendre hommage à la génération qui arrive. Moi-même, j'ai 2 filles et un fils, et qui sont tous actifs dans la vie active. Et je suis admirative de voir l'engagement de ces jeunes gens dans la vie familiale, dans leur engagement. Lorsqu'ils sont jeunes papas, ils prennent leur congé paternité avec grande joie. Il y a pas que la paternité, hein, la vie est longue. Il faut aussi être là quand on a des adolescents qui sont récalcitrants, c'est très important. Mais non, j'ai un gros espoir en voyant la génération actuelle qui a été pour une grande partie élevée par des mères célibataires, donc qui ont vu la maman travailler et pourvoir aussi aux besoins de la maison. Et ces garçons-là sont certainement, la grande revanche des mères célibataires. On voit dans les entreprises fleurir tout ce qui va être programme de talent management pour les femmes. On voit tout ce qui va être des formations, on l'a déjà dit pour le Women on Board, etc. Donc on a l'impression que c'est toujours aux femmes qu'on propose des programmes et jamais aux hommes, en fait, que l'on propose une capacité de déconstruire les biais, les stéréotypes. Est-ce qu'il faudrait, par exemple, nommer des champions de la parité hommes dans chacune des entreprises ? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait favoriser, vous croyez, la mixité et plus de parité au sein des boards ? Alors c'est assez ambigu. Je pense que on observe. Alors il y a une minorité de femmes qui n'ont pas du tout besoin d'être accompagnées, qui ont tellement confiance en elles que presque elles feraient tomber les murs autour d'elles, mais elles sont minoritaires. Et de mon expérience, une grande partie des femmes et des jeunes femmes sont encore très obéissantes, très dociles, brillantes intellectuellement, ont fait des études extraordinaires, mais ne sont pas armées pour demander une augmentation, demander une promotion, demander une fonction dans un COMEX ou un conseil d'administration. Donc là, on touche à la fibre de la confiance en soi et de l'affirmation de soi, parce que je pense qu'elles ont confiance en elles avec leur code. Et je pense qu'il faut apprendre aux hommes et aux DRH, hommes et femmes, à décoder les codes féminins qui préfèrent dire je veux un job intéressant que de dire je veux une promotion. Qui préfèrent dire j'ai bien bossé, j'attends que tu me donnes une espèce de récompense en proposant de faire partie de ton COMEX ou de ton conseil d'administration. Donc il y a des codes. Est-ce qu'il faut vraiment que toutes les femmes prennent les codes masculins ? Je ne sais pas. C'est une grande question. En tout cas, certains messieurs n'ont pas non plus cette confiance en eux et pourraient bénéficier aussi de formation, d'accompagnement. Ils ont parfois aussi d'excellentes compétences mathématiques, analytiques ou littéraires, mais n'ont pas l'aspiration non plus à être mis en lumière. Voilà, donc c'est assez, une réponse un petit peu mixte, sachant que je pense que
mettre en avant des hommes champions de la mixité me paraît peut-être un tout petit peu prématuré. Voilà mon avis. Corinne Albert, merci d'avoir été parmi nous. Peut-être un dernier mot aux femmes et aux hommes qui nous écoutent pour essayer de comprendre qu'aujourd'hui, la féminisation des boards est quelque chose qui est mieux pour tout le monde. Ah ben oui, c'est mieux pour les garçons, c'est mieux pour les filles, c'est mieux aussi, je dirais, pour le business. Enfin, je parle là pour les entreprises qui sont dans le secteur privé, mais c'est très 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 important aussi dans le secteur public. Parce que finalement, les hommes et les femmes ont tous un cerveau différent, hommes comme femmes, mais chaque homme est différent, chaque femme est différente. Ce sont des personnalités et on se rend compte que le business est meilleur quand on a des regards qui correspondent à la population et à la clientèle, au public qui est servi par nos services ou nos produits. Donc oui, il faut sauter à pieds joints dans cette aventure et offrir la possibilité d'équilibrer partout, aussi au niveau opérationnel. C'est là que nous avons de gros efforts à faire. Dans les TPE, les PME et les ETI, on a encore beaucoup de progrès à faire pour les conseils d'administration. Et il faut, je pense, décontracter les messieurs en leur disant que les femmes peuvent être aussi très sympathiques et voir les choses avec le sourire, même pour des choses sérieuses. Elles ont aussi leur dimension relax. Et pour les femmes, d'être, pour elles, laisser tomber le masque de la femme sérieuse, courageuse et qui a bien préparé son dossier et de montrer aussi sa face un petit peu nature et décontractée. Voilà, donc mon message c'est oui, plus de femmes, plus d'accueil pour les femmes dans les conseils d'administration et messieurs, nous sommes heureuses de travailler avec vous pour les bienfaits de l'entreprise et ses performances et de l'organisation pour les organisations publiques. Voilà. Merci encore d'avoir été parmi nous, Corinne. Merci à vous. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez un nouvel épisode de Women on Board tous les 15 jours sur hbafrance.fr et les plateformes d'écoute habituelles. À bientôt.